Tsukasa est un affreux, répugnant et misérable perdant qui est envoyé dans un autre monde avec 6 autres prodiges. Utilisant son intelligence divine, il y a 7 étudiants au Japon qui possèdent des talents remarquables et sont connus comme des lycéens prodiges. L'une d'elles est une fille nommée Ringo, dont l'intelligence est de plusieurs siècles en avance sur son temps. Elle travaille dans une station spatiale et doit se rendre sur Terre pour une importante réunion. La deuxième est une autre fille qui fonce à travers les zones de guerre, une épée à la main, taillant ses ennemis avec une perfection absolue, et elle s'appelle Ei. Le troisième prodige est également une fille qui possède un talent tout à fait remarquable dans le domaine médical, nommé Kain. Les 7 prodiges incluent également un garçon qu'on surnomme le diable du monde financier, nommé Masato. La 5e étudiante a maîtrisé la télékinésie, la lévitation et tous les tours que l'on peut imaginer, et elle est connue sous le nom d'Akatsuki, la plus grande magicienne du monde entier. L'une d'elles est une descendante du ninja Sarutobi Sasuke et possède un talent absolument inégalé pour l'espionnage. Son nom est Shinobu, la meilleure journaliste de la planète. Et enfin, un étudiant qui a été choisi pour devenir le premier ministre du Japon. Son nom est Tsukasa et il est le plus grand politicien de la planète. Un jour, tous les 7 voyageaient en avion quand ils se sont retrouvés projetés dans un monde alternatif. Tsukasa remarque une elfe le fixant intensément quand il se réveille. Son corps lui fait terriblement mal et l'elfe lui conseille de prendre un peu de repos. Tsukasa se souvient de l'accident d'avion et demande à l'elfe s'ils ont été sauvés et ce qui est advenu des 6 autres. Heureusement, l'elfe le rassure en lui disant que tout le monde va bien et se repose dans la même pièce que lui. Cela fait pousser un grand soupir de soulagement à Tsukasa et il se présente. L'elfe se présente aussi comme Lirule et dit à Tsukasa qu'il est dans leur coutume de s'entraider mutuellement. Elle part ensuite un instant et lui apporte un ragoût préparé à base de lait de chèvre. Lirule le nourrit à la main, mais Tsukasa n'a pas la force de manger quoi que ce soit, ce qui l'inquiète. Elle décide alors de mâcher la nourriture et de nourrir Tsukasa bouche à bouche. Étonnamment, le politicien pervers semble apprécier cette méthode et lui demande de le nourrir encore plus, jusqu'à ce qu'une autre personne bête arrive et les interrompe brusquement. Elle se présente comme Winona et Tsukasa la remercie pour toute l'aide qu'elle leur a apportée. Winona mentionne qu'elle a un enfant du même âge que Tsukasa. Tsukasa la drague en disant qu'elle a l'air bien trop jeune pour être déjà mère. Il remarque alors sa queue et découvre qu'elle est bien réelle. Winona mentionne le nom de sa race et l'endroit où ils se trouvent actuellement, nommé Fragigar. Mais Tsukasa ne le reconnaît pas, ce qui fait penser à Lirule qu'ils sont originaires d'un autre pays. Il les informe qu'ils viennent du Japon, mais les hommes bêtes n'en ont jamais entendu parler auparavant. Étonnamment, pour Tsukasa, il lui semble qu'il parlait en japonais, tandis que pour Winona, on dirait que Tsukasa s'exprimait dans leur propre langue. Toute cette situation fait complètement paniquer Tsukasa et il essaie de bouger et demande à Liril de le conduire sur le site de l'accident d'avion. Après avoir regardé le site du crash, Tsukasa croit qu'il était absolument impossible de survivre à un tel crash. Soudain, les 3 remarquent un dragon en plein vol et à ce moment, Tsukasa accepte le fait qu'ils ont été transportés dans un autre monde. La nuit, les villageois organisent une fête en l'honneur des 7 prodiges et réalisent donc qu'ils viennent d'un autre monde. Lentement, ils s'habituent peu à peu à la vie du village, car cela fait déjà 1 mois depuis l'accident d'avion. Cependant, il y a toujours une personne qui a du mal à accepter la dure réalité, c'est Akatsuki. Le voyant complètement paniqué, les enfants du village l'effraient encore davantage jusqu'à ce que Lirule les réprimande. Apparemment, c'est une véritable surprise pour eux que l'autre monde n'ait pas de Byuma, des hommes bêtes comme ceux du village. Lirule appelle les prodiges humains, ajoutant que certains d'entre eux peuvent même utiliser la magie. Tsukasa décide de faire des recherches approfondies sur la magie de ce monde quand Winona apporte des pommes de terre pour les enfants et ils commencent à se plaindre bruyamment. Cependant, elles sont un peu spéciales car Tsukasa a fait une sauce qui accompagne parfaitement les pommes de terre. Tous les enfants prennent une bouchée et réalisent à quel point le goût est bien meilleur. Liril prend aussi une bouchée et commente que c'est une saveur totalement inédite pour elle. Tsukasa explique que cela s'appelle de la mayonnaise et lentement tout le village commence à en manger et apprécie grandement cette nouvelle saveur. Plus tard, Winona mentionne une histoire de 7 héros venant d'un autre monde, ce qui éveille la curiosité de Tsukasa. Elle les informe qu'il y a très longtemps de cela, 7 héros d'un autre monde sont apparus et ont sauvé une terre qui était sous l'emprise d'un dragon maléfique. Soudain, le fils de Winona se met à crier sur les prodiges, disant que leur village n'a même pas les ressources pour nourrir 7 bouches inutiles de plus. Cela pousse Winona à le réprimander sévèrement, mais il dit aux prodiges de partir puisque leurs blessures sont maintenant guéries. Plus tard cette nuit-là, les prodiges tiennent une réunion pour discuter de leur avenir. Tsukasa mentionne 2 chemins qu'ils peuvent emprunter. Le premier est d'en apprendre davantage sur ce nouveau monde et le second est de chercher un moyen de retourner chez eux. Le troisième choix est de reconstruire les finances du village, ce qui est essentiel, et tout le monde est d'accord avec cette troisième option. Étonnamment, Ringo a modifié tous les téléphones pour qu'ils fonctionnent dans ce monde-ci et a informé Tsukasa du réacteur nucléaire qu'elle a trouvé intact à l'intérieur de l'avion. De plus, il y a du minerai de bauxite juste à côté du site du crash et Ringo veut l'utiliser pour produire de l'aluminium. Soudain, Tsukasa entend une forte agitation et trouve des gardes de patrouille forçant Winona à leur donner de la nourriture. Au moment où il allait la toucher, Tsukasa a attrapé sa main et a ordonné aux soldats de partir sur le champ. Cela a entraîné tout le monde à sortir leurs épées, mais ils sont rapidement maîtrisés par Ei et Shinobu. Au final, leur chef est resté et Tsukasa le vainc facilement, le forçant à s'en aller sur le champ.
Ensuite, Masato et Shinobu se demandent si provoquer les gardes impériaux est une bonne chose, mais Tsukasa ne semble pas du tout s'en inquiéter. Sur le chemin du retour, les gardes tombent sur Akatsuki et le voir utiliser la magie les terrifie au plus haut point. Ils paniquent et promettent de ne jamais rien révéler à qui que ce soit. Cela dit, Tsukasa dit à tout le monde qu'ils doivent tous travailler dans les domaines où ils excellent, les encourageant que rien ne devrait être impossible pour des prodiges de leur calibre. Masato et Elch ne parviennent pas à décrocher un accord avec la société de commerce et Masato décide de partir. Avant qu'ils ne partent, le responsable demande à Elch de les tenir informés s'il trouve un autre acheteur car personne n'est autorisé à faire des affaires sans l'un de ses précieux permis. Après leur départ, Elch commande que c'est la seule et unique société de commerce et Masato répond que tout accord qui ne l'aide pas à atteindre son objectif n'est pas digne d'être conclu. Elch convient que le village ne pourrait pas se permettre de tels prix. Masato est d'accord, disant à quel point cet homme a été si impoli envers Elch, ce qui était inacceptable. Cela surprend Elch car Masato est en colère pour eux. Il demande alors à Elch de le laisser prendre les rênes du voyage d'affaires et il s'assurera de faire gagner une fortune au village tout en anéantissant la société de commerce en même temps. Pendant ce temps, au village, Akatsuki montre aux enfants du village quelques tours de magie et ils commencent à le couvrir d'éloges, ce qui fait dire à Lirul que les villageois sont ravis d'avoir les prodiges, mais Tsukasa répond que ce sont eux qui devraient plutôt les remercier. Les 7 d'entre eux font tout leur possible pour aider les villageois de toutes les manières imaginables, et cela dit, ils décident de préparer davantage de mayonnaise pour le village. Cependant, Lirul est toujours préoccupé par leur ration, mais Tsukasa la rassure que Masato est allé chercher les provisions d'hiver et que le village recevra très bientôt les fournitures nécessaires. Peu après, Winona arrive et explique qu'Elch n'a agi de la sorte que parce qu'il est le trésorier du village et veut s'assurer que tout le monde est correctement nourri. Elle mentionne ensuite le type de la société de commerce qui a monopolisé tous les droits de commerce et profite de villages comme le leur. Néanmoins, Tsukasa est confiant que tout se passera bien tant que Masato est là. Étonnamment, Masato a réussi à fonder sa propre société de commerce et a même obtenu l'approbation du maire. Shinobu l'a aidé à rassembler les renseignements nécessaires. Apparemment, les livres de compte du maire montraient une vaste somme d'argent provenant de New Shaland et quand Masato l'a confronté à ce sujet, le maire lui a remis le permis en guise de réponse. Cela dit, il est temps pour eux de faire le plein de marchandises et Masato décide de laisser Elche se régaler les yeux d'une brassée de pièces très bientôt. Soudain, une enfant arrive, nommée Ru, demande à Masato de lui enseigner ses secrets également et il accepte. Cela a pour résultat que Ru rejoint la société de commerce de Masato et qu'il devient son mentor et professeur. Plus tard, ce jour-là, il achète de nouveaux vêtements à Ru et annonce aux habitants que sa compagnie va ouvrir une boutique et leur permettra également de vendre leurs propres articles. Masato leur montre ensuite son permis et demande une part de 20% de leurs bénéfices. Cependant, il est prêt à la réduire à 10% s'ils participent à la gestion de la boutique. Masato explique ensuite que s'ils vendaient un tapis de manière traditionnelle, ils gagneraient environ 100, mais s'ils utilisent de la compagnie de Masato, ils gagneront 360 lucs, même après la déduction de 10%. Les habitants de la ville acceptent instantanément et décident d'en parler aux autres villageois. Elche semble toujours un peu préoccupé par l'ensemble de son plan, mais Masato le rassure en lui disant que tout se passera bien. Le lendemain, les villageois commencent à installer leur boutique et Masato dit à Ru et Elche que la confiance est plus importante dans les affaires que l'argent, car elle est directement proportionnelle aux bénéfices qu'ils réalisent. De plus, ils ne gagneront que 50 lucs par boutique, mais l'accord de réduction de 10% qui incite les villageois à travailler pour eux permet à Masato d'agrandir la boutique autant qu'il le juge nécessaire, entraînant ainsi une augmentation significative des bénéfices. Grâce à cela, les clients commencent lentement à arriver et à acheter des marchandises, et Masato remercie Shinobu d'avoir trouvé l'emplacement parfait et parle de satisfaire la demande de Ringo dans les plus brefs délais. Peu après, le village commence à recevoir des approvisionnements, et Tsukasa félicite Shinobu pour son travail acharné et efficace qui lui dit que Masato sera de retour dans quelques jours également. La principale société de commerce découvre bientôt la compagnie de Masato, mais ce gros porc est persuadé qu'il fera faillite d'ici quelques jours. Le nombre de clients augmente progressivement et Ru s'assure également d'attirer de nouveaux clients. Peu après, le capitaine du navire marchand Serpent de mer arrive et demande également de la mayonnaise. Plus tard, Masato a une réunion avec le capitaine Amo, nommé Klaus, qui est responsable de tout le commerce maritime. Ensuite, les affaires continuent de prospérer de manière fulgurante et Masato finit par sceller un accord avec Klaus, ce qui surprend la principale société de commerce car le Serpent de mer change de camp. Grâce à cela, il décide d'ouvrir également un marché sur la place centrale. La nuit, Ru continue de contempler l'argent qu'ils ont gagné et peu après, Shinobu arrive et informe Masato que l'autre compagnie est en train de passer à l'action. Selon Masato, ils vont acheter des marchandises et les revendre sans se soucier des bénéfices. Il pense que c'était une bonne stratégie seulement s'ils l'avaient adoptée dès le tout premier jour. Masato montre ensuite à Elche un groupe de personnes qui se chargeront d'éliminer l'autre compagnie pour lui. D'autre part, Ringo montre à Tsukasa une pelle en aluminium qu'elle a elle-même fabriquée. Il répond que des pelles légères et robustes comme celle-ci faciliteront grandement le travail des villageois et ils en seront ravis, c'est certain. Ringo mentionne ensuite que tout cela y a été possible grâce à l'aide précieuse de Masato qui lui a fourni toutes les ressources nécessaires. Cela dit, Tsukasa demande à Ringo de prendre un peu de repos car elle se surmène peut-être trop.
Tsukasa sort ensuite et remarque qu'il a commencé à neiger, réalisant que les autres sociétés de commerce ont forcément découvert Masato. Pendant ce temps, le gros port demande à ses hommes d'acheter toutes les marchandises disponibles et pense qu'il pourrait vaincre la société de commerce de Masato simplement en utilisant le capital de sa propre entreprise. Soudain, son homme arrive en courant et l'informe qu'ils ne parviennent à obtenir aucune marchandise. Cela le fait sortir pour vérifier la situation, pour découvrir que Masato a embauché tous les marchands qu'il avait lui-même licenciés après avoir monopolisé le commerce au port. De plus, la société de commerce Helm de Masato a signé un contrat de 3 ans avec ses marchands, ce qui signifie que toutes leurs marchandises ont été achetées par la compagnie Helm avant même qu'ils n'arrivent en ville. Il a essayé de faire changer d'avis les marchands en leur offrant davantage d'argent, mais ils étaient déjà au courant de cette astuce et ont quand même choisi de rester avec la société de commerce Helm. Les marchands révèlent ensuite qu'ils ont risqué leur vie pour obtenir cette précieuse marchandise et ont refusé de travailler pour quelqu'un qui les licencierait pour une chose aussi insignifiante. Il continue de supplier et de s'excuser pour ses erreurs, mais les marchands ne l'écoutent pas du tout. Masato dit alors à Jakoi que la confiance est bien plus importante dans les affaires que l'argent et ne peut pas croire qu'il ait si facilement gâché la confiance qu'il avait établie. Elch réalise alors qu'il a vraiment anéanti la principale société de commerce en une seule semaine. Mais étonnamment, Masato dit à Jacoat qu'ils devraient discuter de leur avenir, faisant clairement comprendre qu'il compte bien tirer parti de lui. Plus tard ce jour-là, Elch demande à Masato la raison pour laquelle il n'a pas complètement écrasé la société de commerce, ce à quoi il répond que cela présentait de nombreux inconvénients. Il s'avère qu'il voulait en fait rendre ses marchands à Jakoi après lui avoir brisé le moral, faisant réaliser à Elch que Masato pourrait en fait avoir un cœur pourri. Soudain, des hommes arrivent et confrontent Masato pour avoir pris leurs marchandises. Il s'avère que Ru est une esclave qu'ils possèdent et qu'ils veulent vendre. Ils commencent à emmener Ru de force jusqu'à ce que Masato demande s'il doit la sauver, rappelant à Ru ses parents dont elle a été arrachée de force. Ru mord alors la main de son propriétaire et promet à Masato qu'elle deviendra une grande marchande qui gagnera énormément d'argent et sauvera ses parents. Ensuite, elle donnera l'argent restant à Masato afin qu'il ne perde absolument rien. Masato est satisfait de ses paroles et décide d'acheter Ru à 100 fois le prix du marché. Cela a pour résultat que Ru serre Masato dans ses bras et pleure pendant qu'il s'excuse auprès d'Elch d'avoir dépensé tout leur argent, mais ce dernier semble également d'accord. Plus tard, Shinobu informe Tsukasa de la victoire de Masato et il semble ravi que Masato et Shinobu s'amusent tous les deux. Elle informe ensuite Tsukasa de la magie et comment il existe 4 types d'esprits différents dans ce monde: le feu, l'eau, le vent et la terre. Communiquer et les manipuler à volonté est appelé magie et ces personnes sont extrêmement rares. Le seul mage présent dans les environs vit au château du Seigneur. Tsukasa demande à Shinobu à propos de la magie d'invocation, mais elle n'a encore rien découvert à ce sujet. De plus, elle lui dit qu'il existe une religion nommée la foi des 7 lumières, liée à l'histoire des 7 héros, mais cette religion a été détruite il y a plusieurs siècles par l'empire de Frasigar. Non seulement cela, mais toutes les religions ont été anéanties, car la politique de Frasigar est la survie du plus fort et ils ne permettent à personne d'être au-dessus de l'empire, pas même un dieu. Shinobu pourrait trouver plus d'informations, mais elle a besoin d'un permis de voyage du marquis Findolf qui est soi-disant une véritable plaie. D'autre part, Tsukasa a aménagé une source chaude pour les villageois et apprécie maintenant de prendre des bains avec les voyous du village. Lyril remarque la main blessée de Tsukasa et applique un baume à base d'huile de cheval sur sa main, ce qui aide à soulager la douleur et à accélérer la guérison de la blessure. Soudain, Akatsuki arrive en courant et informe tout le monde que des villageois ont rencontré un monstre, le chef de la forêt. Cela a pour résultat que les prodiges ainsi que Winona se dirigent vers l'endroit indiqué. Au même moment, Masato retourne au village et Elch remarque que quelque chose ne va pas du tout. Au moment où le monstre est sur le point d'attaquer, Ei porte un coup et dégaine sa lame pour l'affronter. Malheureusement, le chef du village a été blessé et a cessé de respirer, mais le soigner n'était pas un problème pour Kane. Elle commence par examiner toutes les blessures et décide d'entamer l'opération. Pendant ce temps, Ei donne du fil à retordre au monstre et parvient finalement à le décapiter. Au même moment, Kane réussit son opération, informant tout le monde qu'il se réveillera dans 2 ou 3 jours. Ai et Kane discutent toutes deux de la façon dont cela peut difficilement être considéré comme un véritable travail. Au village, le capitaine des chevaliers gardiens du marquis Findolf arrive avec des renforts et ils sont tous contraints de s'incliner. Il accuse le village de trahison, disant qu'ils ont rassemblé un grand nombre de pièces d'or. Masato accepte de lui montrer toutes les preuves, mais cela n'a aucune importance car le capitaine veut les punir quoi qu'il arrive. Il leur dit en outre qu'il brûlera tous les traîtres qui ne connaissent pas leur juste place. Tsukasa et les autres reviennent et remarquent le village en flammes. Winona pense que les villageois pourraient encore être piégés à l'intérieur, mais Tsukasa la rassure qu'Akatsuki sera capable de les sauver, et juste à ce moment-là, il apparaît et claque des doigts pour téléporter tout le monde hors du bâtiment. Masato informe Tsukasa de toute la situation et il réalise que le seigneur est le même marquis Findolf dont Shinobu lui avait déjà parlé. Il remarque alors que Lyrul n'est pas là dans le village. Il s'avère que Lyrul est emmené par les gardes et forcé de prendre un bain et de changer de vêtements. D'autre part, Elch décide de rassembler les villageois pour sauver Lyrul, mais Tsukasa l'arrête. Son plan était bien trop téméraire et pourrait le conduire à déclarer la guerre à tout le pays. Même si Elch parvient à sauver Lyrul, le seigneur enverra ses forces et finira par massacrer les villageois.
Tsukasa suggère d'abandonner l'Hyrule et de négocier avec le seigneur pour qu'il retire les accusations de trahison. La déclaration rend Elch et les villageois absolument furieux, mais Tsukasa se met en colère à son tour, commentant que c'était la meilleure façon de calmer les choses. Winona est d'accord avec l'argument de Tsukasa, mais mentionne que même s'ils parviennent à sacrifier l'Hyrule, ils ne seront rien de plus que de simples animaux prêts à tout pour survivre. Peu importe la dangerosité des circonstances, Winona croit qu'aider les autres est ce qui fait d'eux des êtres humains. Elle remarque alors que Tsukasa est également enragé par cette situation et elle lui demande d'aider les villageois, ce qui augmentera considérablement leurs chances de succès. Tsukasa leur dit alors que lorsque les combats commenceront, il y aura des montagnes de cadavres et beaucoup de sang sera versé. Gardant cela à l'esprit, il demande aux villageois leur décision une fois de plus. Après avoir réalisé qu'ils sont prêts, Tsukasa décide de les aider dans leur guerre et la révolution de leur peuple. Masato rappelle à Tsukasa une dernière chose et il informe les villageois comment les 7 prodiges devront faire avancer la civilisation de ce monde d'environ 500 ans. Tout ce qu'ils connaissent sera transformé comme si leur monde précédent avait été détruit. D'autre part, l'Hyrule est présenté devant le marquis qui félicite son chevalier d'avoir trouvé une femme d'une beauté et d'une fierté exceptionnelle pour lui. Ensuite, il la force à s'approcher et commence à la toucher. Quelques heures plus tard, le chevalier informe l'Hyrule de son nouveau rôle et promet de ne pas toucher au village si elle faisait du bon travail. Dans le présent, l'Hyrule se mord les lèvres pour tolérer le vilain seigneur qui profite de ses talents. Elle demande alors au marquis de profiter d'elle pleinement et il commence à s'approcher pour l'embrasser quand soudain, une étincelle électrique le projette au loin. L'Hyrule s'évanouit également et le marquis ordonne au chevalier d'attacher l'Hyrule alors qu'elle tente de le blesser. D'autre part, les villageois, accompagnés des prodiges, apparaissent devant le château du seigneur. Ringo déploie un canon qu'elle a elle-même fabriqué et après avoir achevé tous les préparatifs, elle tire un missile sur la muraille du château. Masato ordonne ensuite à tous d'infiltrer la cour par le mur brisé. Inzagai, le chevalier du seigneur, découvre que les villageois ont survécu et que leur but est de sauver la jeune fille. Ils commencent à tirer des flèches sur les villageois, mais ceux-ci se protègent aisément grâce au bouclier que Ringo leur a fabriqué. Apparemment, Ringo a combiné l'aluminium avec le magnésium et plusieurs autres métaux pour créer un super alliage, principalement utilisé dans les véhicules modernes, appelé Duralumine. Les gardes commencent alors à être touchés par des flèches et Anzagai réalise que le tireur utilise des flèches en fer. Elch trouve cet arc et ses flèches incroyables, sûr de ne jamais rater sa cible. Il ordonne ensuite aux soldats de les submerger par le nombre, mais Ai arrive et commence à abattre les soldats sans la moindre difficulté. Étonnamment, Winona apparaît également, se présentant comme l'ancienne meilleure chasseuse d'Helm. Elles font équipe pour s'occuper des gardes pendant que Tsukasa infiltre le château, grâce à Shinobu qui a identifié tous les passages secrets. De nulle part, ils sont attaqués et tous deux l'évitent de justesse. L'agresseur s'avère être le seul mage du royaume. Dehors, les soldats commencent à submerger Masato et les autres jusqu'à l'arrivée d'Akatsuki. Masato commente qu'il est arrivé au bon moment, mais voir les cadavres des soldats fait hésiter Akatsuki. Cependant, il se ressaisit et lance une flopée de bombes fumigènes sur les soldats. Akatsuki annonce que ce sont des bombes empoisonnées, forçant tous les soldats à battre en retraite. Pendant ce temps, Inzagai remarque que le mage ne sort pas et entre pour vérifier. Au même moment, le mage, avec des talents de clown d'anniversaire, commence à rater tous ses tirs sur Shinobu. Elle parvient finalement à s'approcher et utilise un taser sur lui, grillant le cerveau pourri du vieil homme. Juste à ce moment, Inzagai et 2 gardes apparaissent et Shinobu demande à Tsukasa d'avancer. Il entre dans la chambre du seigneur et trouve l'Hyrule ligotée. Soudain, Tsukasa est abattu par le gros balourd qui se cache, une arme à la main. Le seigneur devient alors trop confiant et traite les villageois de perdants. Il sort ensuite une lame et, après l'avoir souillée de sa salive, il s'approche de l'Hyrule et commence à couper sa robe. Mais à sa grande surprise, Tsukasa portait un costume pare-balles et sortit sa propre arme, la pointant vers le seigneur. Il commence par faire tomber la lame de ses mains et dit au marquis que son arme tire 6 balles, ce qui signifie qu'il peut l'éliminer 6 fois. Le marquis panique et offre de l'argent à Tsukasa, mais celui-ci répond que c'est déjà fini pour les villageois car ils se sont battus contre le seigneur. Le but de Tsukasa est de créer une nation où tous les hommes sont égaux et il ne s'arrêtera pas tant qu'une telle nation n'existera pas. Cela fait rire le seigneur qui mentionne que l'empereur ne permettra jamais une telle chose. Cependant, cela n'affecte pas Tsukasa et il compte se battre contre l'empereur de toute façon. Cela dit, il tire sur le seigneur à la tête avec ce qui s'avère être un pistolet en caoutchouc. Il libère ensuite l'Hyrule et remarque que quelqu'un d'autre a pris le contrôle de son corps. Cette personne informe Tsukasa que leur monde sera consumé par un dragon géant et demande leur assistance, les appelant les 7 héros. Avant que Tsukasa ne puisse poser ses propres questions, l'Hyrule se réveille et est choqué de voir Tsukasa dans le château. Un camion apparaît devant les clients et se transforme en scène. C'est la première fois que ces villageois assoiffés voient de jolies filles en costume de lapine. De nulle part, Akatsuki apparaît et commence à léviter dans les airs. Il utilise ensuite sa magie pour faire apparaître Masato qui annonce de la mayonnaise comme cadeau du dieu Akatsuki et montre aux villageois à quel point c'est délicieux.
D'autre part, Lirul et Winona sont occupés à faire de la mayonnaise et Akatsuki leur demande de l'adorer. Tsukasa et Masato discutent de la façon dont faire d'Akatsuki un dieu est le meilleur moyen d'unir la région. Un spectacle de magie sera plus facile à comprendre pour les villageois et ils commenceront à voir Akatsuki comme le dieu et les autres prodiges comme ses messagers. Pour l'instant, il se nomme la foi des 7 lumières, espérant être contacté un jour par le vrai. Pendant ce temps, Elch et Shinobu sont en route vers la chaîne de montagnes de Ruruk, car elle veut des informations sur Buchwald. Leur spectacle de magie commence à apparaître partout, et les gens commencent aussi à les suivre. Ailleurs, le maire Hazelred veut se cacher le plus vite possible lorsque Tsukasa lui rend visite, habillé en femme de chambre et se présente comme l'un des anges d'Akatsuki. Il explique ensuite que leur religion ne cherche pas à persécuter les nobles, ni à jeter la ville dans le chaos, mais veut travailler avec eux, car il y a des choses que seuls eux pouvaient faire. Tsukasa lui offre également un salaire équitable tout en proposant l'autre option, fuir la ville et se cacher, craignant à la fois la religion et l'empire. Il s'avère que Tsukasa veut qu'il reste maire, mais qu'il montre allégeance à la foi des 7 lumières. Le lendemain, le maire arrive dans le camion et annonce que toute la ville sera désormais gouvernée par la foi des 7 lumières. Les villageois commencent à célébrer, tandis que la nuit, les prodiges se moquent du passe-temps secret de travestissement de Tsukasa. Ai se retient de rire, tandis que Ringo commence à apprécier cela, faisant promettre à Misato de lui en envoyer plus. Cela dit, leur plan actuel est de stabiliser leur position dans la ville endormie, et Tsukasa conseille à tous de retourner au village et de se reposer. Kane demande ensuite à Tsukasa de lui construire une installation pour produire des antibiotiques, et il accepte, lui demandant de fournir une liste de tout ce qu'elle désire. Il demande ensuite à Ai de rester avec Akatsuki jusqu'à ce que leur temps de repos soit terminé et elle accepte de le protéger en permanence. Ensuite, Tsukasa demande à Ringo de lui construire une nouvelle centrale électrique et elle décide d'en faire une thermique. Masato est chargé de lui fournir des provisions et demande à Tsukasa ce qu'il compte faire des soldats qu'ils ont vaincus. Tsukasa répond qu'il prévoit de combiner les forces et d'en faire l'ordre des chevaliers de la foi des 7 lumières. D'autre part, les gardes parlent de rejoindre la foi des 7 lumières pendant que leur capitaine, Zest, sort prendre un verre. Tsukasa arrive également et demande à Zest s'il peut s'asseoir avec lui. Les deux se présentent et Tsukasa mentionne qu'il a examiné les antécédents de Zest et a découvert que ses compagnons soldats lui font une grande confiance et qu'il semble être un homme fiable. Étonnamment, même après tant d'éloges, Zest refuse de les rejoindre car il a déjà pris sa retraite. La raison de sa décision est l'arrivée de la foi des 7 lumières et Zest dit à Tsukasa que l'Empire les attaquera bientôt, transformant cette ville en champ de bataille. De plus, il y a autre chose qu'il veut faire et il s'éloigne, conseillant à Tsukasa de l'oublier. Misato est également surprise de la décision de Zest de se retirer, mais Tsukasa prévoit de lui parler à nouveau demain. Le lendemain matin, Tsukasa rend visite à Zest et lui dit qu'ils veulent qu'il devienne le chef de leur chevalier. Il lui fait savoir qu'ils ont besoin d'un homme comme lui, mais juste au moment où il est sur le point de répondre, la fille de Zest arrive en courant et le serre dans ses bras. Zest informe ensuite Tsukasa quel est le cadeau que sa femme lui a laissé après son décès et demande à sa fille d'aller jouer le temps qu'il parle à Tsukasa. Zest commente ensuite qu'il sera envoyé au combat quand la bataille commencera et ne pourra plus vivre avec sa fille, Eri. Il dit à Tsukasa qu'il y a beaucoup de chevaliers plus loyaux que son misérable moi, mais Tsukasa rétorque qu'il n'y a rien de pathétique à ce qu'ils chérissent sa famille. Cela dit, Tsukasa commence à expliquer que leur religion ne cherche pas à gouverner le peuple, mais à créer un état démocratique, libre de tout facteur déraisonnable. Ils veulent que Zest prenne part à la révolution, car ce ne sera pas une vraie révolution si les gens normaux ne façonnent pas le monde eux-mêmes. Tsukasa demande si un chevalier n'est pas censé protéger les gens qui lui sont chers, demandant à Zest de redevenir le chef des chevaliers. Finalement, Zest mentionne qu'il est mieux de se battre pour leur propre avenir et accepte de prendre le rôle de chef des chevaliers. Plus tard, Tsukasa est sur le chemin du retour quand il entend une personne ivre le traiter de portée de fausse Jordan, mais il décide de l'ignorer. D'autre part, Shinobu est habillé en fille de rue et extrait des informations des gardes. Le garde lui parle de leur grande armée et de l'unité principale de chevaliers. Il s'avère qu'ils comptent anéantir l'armée rebelle. Il mentionne ensuite le duc fastidieux, seigneur de Gustave, capable d'utiliser les arts martiaux et la magie. Le duc a juré fidélité à l'empereur et a travaillé contre quiconque s'opposait à lui. Ensuite, elle revient et discute de ce qu'elle a trouvé avec Elch, suggérant de rencontrer le duc en personne. Ailleurs, Inzagai demande l'aide du duc, mais se fait trancher la tête pour être un tel faible. Tsukasa dit à tous les nobles que la ville s'adaptera à un nouveau code de loi après avoir abandonné le système de classe. Plus tard dans la nuit, le maire donne des documents à Tsukasa et lui demande s'il dort même. Il commente ensuite que voir les anges travailler si dur rend plus facile de les croire. Tsukasa répond qu'il ne peut pas juste ordonner aux autres de travailler et aller faire la sieste. Cain informe Winona que le chef du village va aussi mieux, ce qui la surprend car il avait déjà perdu la vie un instant. Il remercie ensuite Cain de l'avoir soigné et Winona lui dit comment leur village s'est battu avec l'Empire, le motivant à rejoindre la prochaine bataille également. Cela conduit Cain à menacer de l'endormir s'il fait quoi que ce soit d'imprudent avant d'être complètement guéri.
Soudain, Ru arrive, ressemblant à une vieille momie égyptienne, mais va beaucoup mieux quand Winona lui donne de la nourriture. Elle les informe ensuite que son professeur lui a donné des tests de multiplication, c'est pourquoi elle a essayé de mémoriser les tables de maths. Winona, son père et le chef commencent à encourager Ru, lui disant qu'elle irait bien sans apprendre la multiplication, tout comme eux, même s'ils sont aussi stupides que possible. Cependant, Kane lui dit que les bases sont tout et qu'elle devra étudier dur. Ailleurs, Tsukasa, Ringo et Masato regardent la centrale thermique nouvellement construite et Ringo mentionne qu'ils feront un essai demain. Elle décide ensuite de passer au projet suivant qui est la production de machines-outils comme les tours et les fraiseuses. Pour la bataille à venir, Tsukasa veut équiper ses forces d'armes à feu. Il veut que les gens fabriquent des armes de leurs propres mains car c'est leur bataille pour être exact. De plus, il veut que Ringo fabrique un système de défense aérienne, car ce monde a des choses comme la magie et les dragons. Tsukasa mentionne également comment Shinobu lui a parlé d'un sortilège appelé les Flammes du Ciel qui a le pouvoir d'anéantir une ville entière. Apparemment, le duc, également connu sous le nom d'Oslo, a utilisé cela lors de sa précédente bataille. Juste à ce moment, Lirul arrive en courant et informe Tsukasa qu'elle aide à distribuer de la nourriture, car toute la guerre a commencé à cause d'elle en premier lieu. Elle demande ensuite à Tsukasa de déjeuner ensemble, mais il décline gentiment à cause d'une réunion à laquelle il doit assister. Après son départ, Lirul demande à Masato si Tsukasa la déteste car il a gardé ses distances, ce à quoi Masato n'est pas d'accord. Elle commence alors à paniquer et à pleurer, faisant savoir à Masato que Tsukasa se sent aussi coupable car il était le seul à avoir suggéré de l'abandonner quand tout le monde voulait la sauver. Lirul comprend enfin et Masato mentionne en outre que Tsukasa priorise toujours le bonheur de la majorité. Plus tard, un noble apporte à Tsukasa des documents liés à l'âge du bâtiment et il les a rendus aussi précis que possible. Tsukasa le remercie pour son travail acharné permettant au noble de prendre son jour de congé et de se reposer. Ensuite, Lirul arrive, mais Tsukasa essaie de la renvoyer en trouvant une excuse. Cependant, elle entre quand même dans sa chambre et mentionne qu'elle veut le rembourser, promettant même de faire les choses les plus folles qu'il aime. Tsukasa répond en commentant qu'il a essayé de l'abandonner, mais Lirul répond que cela n'a pas d'importance car elle aurait voulu qu'il fasse la même chose. Néanmoins, il est quand même venu la sauver et c'est pourquoi elle veut le remercier. Lirul ajoute ensuite comment Tsukasa a donné de la mayonnaise à tout le monde, a aidé les villageois à chasser les hommes mauvais et pense à tout le monde dans le village, ce qui fait de lui une bonne personne. Cela fait confronter Tsukasa à la façon dont il a éliminé son propre père. C'est arrivé quand il était encore enfant et que son père était un politicien très populaire. Cependant, il a vite découvert que son père était un homme corrompu et il ne pouvait pas lui pardonner d'avoir trompé les gens et abusé de ses pouvoirs. Finalement, il a travaillé avec Shinobu et Masato pour exposer son père, ce qui a entraîné sa condamnation à mort. La mère de Tsukasa le déteste toujours pour ce qu'il a fait car même si son mari était un homme corrompu, elle l'aimait. Entendre son histoire fait pleurer Lirul et elle demande à Tsukasa si ça fait mal. En réponse, il mentionne que même si ça fait mal, il ne regrette rien. Soudain, Lirul le pousse et dit à Tsukasa qu'il s'éloigne égoïstement d'elle à cause de sa propre culpabilité. Elle promet ensuite de ne jamais le haïr quoi qu'il arrive. Finalement, il accepte et prend sa récompense sous la forme d'un oreiller de genou. Les cuisses épaisses de Lirul font l'oreiller parfait pour un pervers comme Tsukasa, mais il est assez prévenant pour lui dire de le réveiller si sa jambe commence à lui faire mal. Peu après, il s'endort après avoir remercié Lirul d'avoir pleuré pour lui. De manière inattendue, Ringo finit par les voir ensemble et retourne à son laboratoire où elle fait taire son assistant ours et se met en colère à cause de ce qu'elle a vu. Le lendemain matin, Akatsuki et Ai se changent pour prendre un bain et elle le jette à l'eau après s'être lassée de ses bavardages. Kain et Ru sont également présentes dans la source chaude et Akatsuki confronte Ai pour l'avoir suivi dans la baignoire et répond qu'il est naturel pour les gardes de suivre leur seigneur partout, même si c'est un faux. Il remarque ensuite que Ru semble déprimée et elle fait part à tout le monde de son problème avec les tables de multiplication. La voir faire tant d'efforts rappelle à Ai ses jours d'entraînement et à Akatsuki son enfance également. Kain mentionne aussi qu'elle a dû apprendre tous les livres. Suite à cela, Ai dit à Ru qu'elle a commencé avec un style d'épée basique jusqu'à ce qu'elle trouve son but. Ru commence alors à se demander quel pourrait être son but et se souvient de ses parents, la faisant réaliser qu'elle veut faire quelque chose aussi. Penser à son but donne à Ru la motivation d'étudier encore plus dur. Akatsuki lui conseille de penser au nombre comme de l'argent, ce qu'elle aime beaucoup. Quand elle commence à y penser de cette façon, Ru réussit à répondre correctement aux questions d'Akatsuki. Après avoir réussi le test de multiplication, la vie est devenue encore plus difficile pour Ru car le sujet suivant était la division. Au petit déjeuner, Shinobu continue de boire et Emirada lui en verse encore. Sa fille, Melinda, offre à Shinobu du fromage qu'elle accepte volontiers et commande que le village a de la nourriture savoureuse, des routes propres et des villageois gentils. Emirada mentionne que c'est tout grâce à leur seigneur Oslo et à l'empereur. Elch dit aussi que trouver un tel endroit dans la région voisine était inattendu, tandis qu'Emirada continue de fournir plus de boissons à Shinobu. Après s'être enivrés, les deux décident de faire une sieste et Emirada s'excuse de les avoir un peu trop nourris. De manière inattendue, Melinda conseille à Elch de se dépêcher de quitter le village jusqu'à ce qu'Emirada la force à venir avec elle.
Cependant, Elch le rejette complètement et s'allonge sur son lit, pensant qu'un tel village pourrait ne pas suivre les enseignements de leur religion, quand soudain, Shinobu commence à l'embrasser et lui fait consommer quelque chose qui aide Elch à dégriser. Shinobu mentionne ensuite que quelque chose ne va pas avec le village, étant donné que les villageois n'arrêtaient pas de les nourrir, mais touchaient à peine la nourriture, même quand certains d'entre eux mouraient de faim. Les villageois l'ont caché avec du maquillage, mais leur peau était rugueuse et desséchée, ainsi que leurs yeux qui étaient jaunis. Elle emmène ensuite Elch dans un tunnel souterrain où il trouve des cadavres humains et Shinobu explique que les villageois font manger les voyageurs jusqu'à ce qu'ils ne puissent pas plus bouger, puis volent leur argent après les avoir éliminés. Voir les cadavres rend Elch anxieux, mais Shinobu le rassure en disant qu'ils ont mangé de la viande animale. Juste à ce moment, la chevalière d'argent appelée Jean arrive au village pour une inspection et tous les villageois sortent Poulan pour la saluer en affichant un faux sourire et en la remerciant pour son service. Les gardes vérifient ensuite les postures de chacun et leur demandent donc de rentrer chez eux, mais arrêtent Temirada et Melinda. Ils remarquent de la saleté sur la manche de Melinda et Jean les informe que leur tenue doit être propre et exempte de saleté. Elch ne comprend rien et Shinobu mentionne comment ces gens font ce qu'ils veulent avec les habitants. Le garde plaque Melinda au sol, tandis qu'Emirada les supplie de ne pas punir sa fille. Cependant, Jean refuse d'écouter et force Emirada à sourire pendant qu'il fouette sa fille. Elch essaie d'aider, mais Shinobu l'arrête, lui rappelant qu'ils sont les mêmes personnes qui ont essayé de les tromper et de les éliminer. Mais Elch soutient que Melinda a essayé de les avertir, et cela dit, Shinobu élabore un plan. Peu après, Shinobu apparaît devant les gardes, les informant que Melinda perdra la vie s'il continue. Jean reconnaît Shinobu comme une ninja et demande si elle est venue sauver l'enfant. Ils se mettent tous en mode combat, mais Shinobu demande à Jean de faire un marché. Elle commence par dire que ses compétences lui permettraient d'éliminer au moins la moitié des gardes avec Jean, mais elle se rendrait tranquillement s'il laissait Melinda tranquille. Jean accepte et laisse Melinda partir, ordonnant à ses gardes de capturer Shinobu. Avant cela, Shinobu avait dit son plan à Elch et lui avait donné son téléphone pour qu'il puisse informer les autres. Suite à cela, les gardes lui ont enlevé ses vêtements et ont attaché Shinobu avec des chaînes. Peu après, Jean apparaît et demande aux gardes de partir. Une fois le garde parti, Shinobu demande à Jean si elle prend les ninjas un peu trop à la légère. Ailleurs, Emirada est présente avec sa fille pendant qu'Elch les surveille. Emirada montre sa gratitude pour avoir sauvé sa fille, mais Elch mentionne qu'il sait déjà pour le sous-sol. Il lui demande la raison pour laquelle ils ont fait quelque chose d'aussi horrible, et Emirada répond qu'ils n'ont pas d'autre choix. Elle commence par dire à Elch que leur village était autrefois petit jusqu'à ce qu'Oslo devienne leur seigneur et émette un décret d'embellissement, mais toutes les dépenses pour cela sont sorties des poches des villageois, ce qui a entraîné le départ de la plupart d'entre eux, tandis que ceux qui sont restés ont passé leur journée à lutter contre la famine. Au final, ils n'ont eu d'autre choix que de prendre part à de tels actes dégoûtants, pensant qu'ils pourraient être heureux à nouveau, mais se sont terriblement trompés. Étonnamment, Jean laisse Shinobu partir et la remercie d'avoir sauvé l'enfant. Jean dit ensuite à Shinobu qu'elle est membre de la brigade Azur qui a infiltré cette région à cause de leur ennemi commun, Oslo. Pendant ce temps, Oslo regarde la statue de l'empereur en construction, demandant à son assistant d'en faire 4 de plus. L'assistant soutient que faire même une seule de ces statues impose un lourd fardeau aux habitants de son domaine. Oslo répond que les chevaliers prouvent leur loyauté par le combat, les nobles la prouvent par une bonne gouvernance, et la seule façon pour ces paysans de la prouver est en sacrifiant leur vie. Plus tard, il demande si leurs hommes se sont occupés de la foi des 7 Lumières, ce à quoi son assistant répond qu'ils marcheront vers leur ville dès la fin de la saison hivernale. Cela le conduit à se cogner la tête contre la statue et à s'excuser auprès de l'empereur. Oslo entre alors dans une pièce secrète et s'empare de la majestueuse lance ardente. Pendant ce temps, l'un des yeux de Lyrule se met à briller et elle entend une voix, l'informant du danger qui approche les 7 héros lui demandant de les guider. Oslo se rend ensuite sur le toit et lance la lance dans le ciel. Simultanément, Ringo annonce l'objet volant qui se dirige rapidement vers Dormant. L'assistant de Ringo, Ber, découvre que l'objet vient de la région de Gustave et atterrira probablement au centre de Dormant. Tsukasa réalise que c'est très probablement la flamme céleste, demandant à Ringo de tirer les missiles anti-aériens. Étonnamment, les missiles n'ont aucun effet sur la lance, car elle est protégée par une sorte de magie. N'ayant pas d'autre choix, Tsukasa demande à Ringo de dévier le missile hors de la ville. Il informe ensuite les nobles que toutes ces recherches expliquent que la flamme céleste n'est pas une grande menace s'ils peuvent éviter un impact direct. Ringo décide de le dévier vers l'océan, mais son plan échoue. La flamme céleste frappe finalement le centre de Dormut et ces flammes se transforment en un messager qui se présente comme Oslo et traite tous les habitants de la ville d'insectes venimeux qui souillent l'empereur. Les nobles commencent à paniquer et les maisons voisines s'embrasent. C'est alors qu'Akatsuki fait son apparition et informe tout le monde de l'attaque. Il les rassure en leur disant que la foi des 7 Lumières ne les abandonnera pas. De plus, les nobles se souviennent du manuel d'urgence que Tsukasa a élaboré et il les informe que toutes les mesures nécessaires pour ce genre de situation ont été prises. Tout ce qui leur reste à faire est de rester calme. Tsukasa encourageant les nobles à gérer la situation. Pendant que les nobles commencent leur travail, Tsukasa appelle Ringo et lui fait une nouvelle demande. Soudain, des débris sont sur le point de tomber sur les citoyens quand Zest arrive et les sauve, les informant que son retour est dû au roi à venir qui permettra l'égalité pour tous les citoyens.
D'autre part, les prodiges discutent de la façon dont les rues ont été élargies pour empêcher le feu de se propager, ce qui commence à fonctionner. Soudain, la forme humaine d'Oslo émerge et propage le feu sous forme de petites créatures humanoïdes qui commencent à cibler les gens, tandis qu'Oslo ne cesse de crier que les pécheurs seraient éliminés pour leurs péchés. Cela pousse Tsukasa à ordonner à tout le monde d'évacuer et de trouver une autre idée quand l'Hyrule arrive en courant et informe Tsukasa d'un moyen d'arrêter la flamme céleste. Elle leur dit que tant que la lance qui sert de noyau est intacte, le feu continuera de se propager. Tsukasa réalise que briser la lance pourrait être leur seule option et demande à l'Hyrule comment elle a obtenu cette information. Cependant, même si elle ne sait pas comment elle a cette information en tête, dès qu'elle a vu les flammes, ce genre d'idée a commencé à lui venir à l'esprit. Heureusement, Tsukasa l'a cru tout en remarquant que ses mains tremblaient constamment. C'est alors que Ringo arrive et Tsukasa lui demande si elle a des missiles. Mais l'ours mentionne qu'endommager la lance avec des missiles est impossible. Tsukasa répond que la force de la magie dépend du nombre d'esprits qui la commandent. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas pu la détruire plus tôt, mais maintenant que les esprits du feu sont dispersés dans toute la ville, cela rend la tâche plus facile. Cependant, il reste un problème. Tout ce feu rend le ciblage de la lance impossible. Étonnamment, Ai se porte volontaire pour faire le travail et guider manuellement les missiles vers leur cible. Tsukasa essaie de lui expliquer les dangers, mais Ai répond qu'elle n'accepterait pas un travail dont elle n'est pas sûre. Il finit par accepter et, après s'être mouillé, Ei est prête à plonger dans le feu. Cela dit, Ringo sort son lance-missile et lance le missile pendant qu'Ai court à ses côtés en le tenant. Les prodiges sont impressionnés par la vitesse d'Ai, mais Tsukasa est sûr que les choses ne seront pas si simples. Ei est forcé de changer de trajectoire à cause des soldats de feu et finit par forcer le missile à voler dans le ciel jusqu'à ce que le carburant de la fusée s'épuise. Cela permet à Ai de trouver la cible et au carburant de la fusée de revenir. Cependant, les êtres de feu commencent à attaquer Ai et elle parvient à esquiver leurs attaques et change de route une fois de plus afin de s'en cacher. Peu après, Ei voit la cible et Ringo la verrouille. Ei descend du missile, mais l'être de feu essaie de défendre la lance. Heureusement, Ei utilise l'une de ses techniques spéciales pour dégager un chemin pour le missile jusqu'à ce qu'il frappe finalement la lance, provoquant une énorme explosion qui brise la lance, éteignant le feu. Apparemment, endommager la lance a également blessé Oslo, ce qui le rend encore plus furieux. De plus, briser la malédiction de la lance libère les esprits du feu et il remercie les prodiges pour leur aide. Cependant, seul Lyril peut entendre leur voix et transmettre leur gratitude à Tsukasa, qui remercie également Lyril d'avoir fait preuve d'un tel courage et d'avoir protégé la ville. Néanmoins, Lyril pense que tant de gens ont encore perdu la vie, ce qui ne serait pas arrivé s'ils n'étaient pas allés à la guerre. Mais Tsukasa la rassure en disant que cet acte révolutionnaire était inévitable tôt ou tard dans le village et qu'elle n'y est pour rien. Il commente ensuite qu'il n'y a pas d'avenir pour une nation qui massacre son propre peuple. Ensuite, l'Hyrule informe Tsukasa qu'elle a entendu une voix mystérieuse avant l'attaque, ce qui lui fait penser que ses pouvoirs pourraient être la connaissance de la magie et la capacité d'entendre les voix des esprits. Cela lui donne envie d'étudier la magie afin de pouvoir combattre aux côtés des prodiges, ce à quoi Tsukasa consent. Le lendemain matin, les citoyens commencent à remercier Akatsuki, tandis que Tsukasa informe Shinobu de l'attaque. Elle assure qu'Oslo ne pourra pas en envoyer plusieurs car cela demande beaucoup de temps et d'habileté. Une fois que Shinobu a fini de traiter Oslo de noms d'oiseaux très spécifiques, elle informe Tsukasa de la brigade Azur qui demande à Shinobu de continuer à l'informer de ce qu'elle pourrait apprendre d'eux. Tsukasa informe ensuite Masato de la voix que l'Hyrule a entendue et qui lui a demandé de guider les 7 héros, ce qu'il trouve vraiment spécifique. Il mentionne en outre que cette personne inconnue ne semble pas être un ennemi mais pourrait ne pas être leur allié non plus. Leur discussion est interrompue lorsque Zest arrive avec son escouade de 50 hommes. Oslo ordonne à ses hommes de rassembler toutes les troupes et de marcher vers Findolf car il ne veut pas laisser ce travail à un imbécile incompétent. Shinobu découvre également qu'Oslo rassemble des forces de plus de 10 000 hommes et Jean mentionne que c'est le moment idéal pour frapper Oslo. D'autre part, les soldats traversent les montagnes glacées, menées par Arklid et Buchwald. Arklid mentionne que le printemps aurait été le moment idéal pour l'attaque et pense qu'Oslo n'est pas fait pour un rang aussi important. Finalement, ils arrivent au poste de contrôle où Zest et les autres sont déjà présents et commencent à tirer sur la garde, les forçant à battre en retraite. Un garde informe Arklid que leur arrière-garde est anéantie par les ennemis qui les poursuivent et il ordonne aux gardes d'annoncer qu'Arklid a perdu la vie, ce qui pourrait satisfaire les ennemis. Pendant ce temps, lui et les autres essaieront de mener les ennemis vers une zone ouverte. Leur plan fonctionne alors que Zest se retrouve face à leur force et que les balles ne semblent pas avoir d'effet. Soudain, des explosions commencent à se produire et Zest se souvient quand Tsukasa lui a dit que leurs ennemis pourraient opter pour le plan de la zone ouverte et seraient confiants dans leur stratégie. C'est le moment où Zest et les forces utiliseront des grenades et Zest pense que tout se passe comme Tsukasa l'avait prédit. Toutes les forces ennemies sont à terre et les restantes sont forcées de battre en retraite une fois de plus. D'autre part, Oslo, avec ses mains de feu, dit à ses forces qu'il ne pourra pas battre la viande à cause de ce que la foi des 7 lumières a fait et les encourage à se venger quand soudain une explosion se produit.
Jean ordonne à ses forces de se lever et d'abattre le vassal. Au même moment, l'ours dit à Ringo qu'Arklid et Butchwold se cachent dans leur château. Cela la pousse à lancer un missile sur le château et à demander à toutes les forces de se rendre avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, Jean et Shinobu se retrouvent face à Oslo après avoir vaincu ses forces, lui demandant de se rendre avec honte pour ses actions. Cependant, il répond qu'une nation et son peuple n'existent que pour servir l'empereur tout en augmentant la puissance de son feu. Cela a pour conséquence que les filles se préparent au combat et parviennent facilement à esquiver toutes les attaques de boules de feu qu'Oslo leur envoie. Finalement, l'une d'elles frappe Jean, mais elle se ressaisit et toutes deux commencent à foncer vers Oslo. Shinobu esquive ses attaques et lance une grenade aveuglante sur Oslo, tandis que Jean profite de cette occasion pour le poignarder, mais cela ne lui inflige aucun dégât car Oslo commence à les submerger toutes les deux. Heureusement, Jean parvient à le poignarder une fois de plus, cette fois à l'abdomen, tandis que Shinobu fait tomber le lustre sur lui. Choc, il reste en vie alors que son sang commence à se répandre et forme un cercle magique. Shinobu reconnaît le danger quand soudain la tour explose et toutes deux parviennent à peine à s'échapper. Après la disparition d'Oslo, la ville commence à se rétablir lentement, mais le problème demeure, Shinobu n'a jamais réussi à retrouver son corps. Il est difficile pour Shinobu de croire que le fidèle toutou de l'empereur se serait éliminé lui-même. Au même moment, les brigades Azur annoncent sa disparition tout en se vantant d'être celles qui l'ont vaincu. Il s'avère que les nobles ont demandé à Arklid et Butchwild de prêter allégeance et qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter. Arklid découvre comment Tsukasa avait prédit la bataille avant même qu'elle ne commence et commente qu'un humain ne pourrait jamais vaincre un dieu. Ailleurs, les filles profitent d'une séance de massage, y compris Lirul qui s'inquiète d'utiliser la même excellente huile que l'empereur. Pendant ce temps, Ringo cache sa planche à laver aux autres filles aux formes généreuses, mais Shinobu commente qu'elle est une candidate de premier ordre en matière de mignonnerie. Au même moment, Tsukasa et Masato prennent le thé quand les filles entrent dans la pièce et Masato prend Akatsuki pour une fille, faisant renverser le thé à Tsukasa. Akatsuki se plaint ensuite d'être forcée d'être tout le temps avec Ai et Tsukasa mentionne que c'est pour le mieux. Plus tard, les prodiges prennent le thé quand Tsukasa les informe que Lirul s'entraîne à contrôler les esprits. Masato commente ensuite qu'ils peuvent faire confiance à Lirul mais ne sont pas très sûrs de la Brigade Azur. Ils sont actuellement si accueillants parce qu'ils ne veulent pas se battre avec la foi des 7 Lumières après avoir été épuisés par leur précédente bataille. Kane ajoute que résoudre les problèmes diplomatiquement est le mieux, mais Tsukasa répond que c'est impossible. Tsukasa mentionne en outre que le chef de la brigade, Konrad, a menti quand il l'a interrogé sur la statue dont ils avaient besoin pour reconstruire le territoire d'Oslo. Il a répondu qu'il ne savait pas. Cela signifie seulement que la Brigade Azur essaie de s'approprier la statue dorée. Akatsuki demande alors à Tsukasa la raison pour laquelle il voulait prendre en charge le coût de la construction, et il répond qu'il y a 2 raisons. La première est que la disparition d'Oslo n'est pas confirmée, et qu'il pourrait revenir pour voler la statue. La deuxième raison est que rendre publique la corruption de la Brigade Azur ne leur fera aucun mal, car selon l'opinion publique, Oslo est avec la Brigade Azur. La première chose que la foi des 7 Lumières doit faire est de gagner la confiance du peuple, car il sera alors plus efficace d'exposer la Brigade Azur. De plus, ils peuvent laisser Konrad se remplir les poches et tout reprendre de force plus tard. Mais avant que Tsukasa ne puisse donner d'autres ordres, Kain demande à Ringo et à lui de prendre 5 jours de repos, car tous deux ont affaibli leur système immunitaire. Tsukasa mentionne qu'il ne peut ignorer les conseils du meilleur médecin du monde et les autres prodiges soutiennent également leur décision. Plus tard, Tsukasa demande à Ringo de faire le tour de la ville pendant la pause et l'ours commence à y voir un rendez-vous. En entendant cela, Ringo panique car elle n'a aucune idée de ce que les gens font lors des rendez-vous. Elle pense que Tsukasa pourrait s'ennuyer d'elle et envisage de refuser d'y aller, mais l'ours lui rappelle la relation de Tsukasa avec Lirul, ce qui la motive. Ensuite, elle demande à Ai des moyens de se rapprocher d'un homme et celle-ci commence à se vanter d'être une bonne embrasseuse. Apparemment, Ai a un taux de réussite de 70% en réanimation et commence à parler de quelque chose de complètement différent de ce que Ringo voulait savoir. Elle demande ensuite à Ai une méthode qui n'inclut pas de se battre pour leur vie et Ai suggère de faire du sparring avec lui recommandant de lui attraper les testicules. Ringo remercie Ai avec hésitation et s'éloigne. Elle demande ensuite conseil à Kain pendant qu'elle est soignée et celle-ci dit à Ringo de regarder de beaux paysages ou de manger ensemble. Puis, quand elle est assez proche du garçon, utiliser du chloroforme est le choix idéal. Ensuite, elle emmène le garçon dans un endroit secret et fait ce qu'elle veut après avoir exposé sa viande. Ringo remercie Kain et demande ensuite conseil à Shinobu qui découvre que cela est lié à Tsukasa. Shinobu dit à Ringo qu'elle est douée dans l'art d'attirer un homme dans un piège. Elle mentionne en outre que l'amour est une chasse et que rien ne se passera si elle ne le capture pas. Afin d'assurer son succès, Shinobu décide d'enseigner à Ringo l'art secret de Kanoichi. La première leçon est d'arriver sur les lieux plus tôt mais de rencontrer l'homme plus tard que lui. Cependant, le plan échoue car Tsukasa la repère instantanément et suggère de manger à l'endroit que Ringo a mentionné plus tôt. Peu après puis, il réalise d'afin que les habitants commencent à les reconnaître et ils résolvent ce problème en se fondant dans la foule. Ringo trouve la nouvelle apparence de Tsukasa vraiment mignonne et le complimente pour cela, et lui aussi faisant rougir la planche à pain.
Les filles de la ville commencent aussi à s'imper sur Tsukasa et Ringo se demandent si c'est normal pour elle de marcher aux côtés de quelqu'un d'aussi populaire. Elle se souvient alors de la leçon de Shinobu de ne jamais perdre ses nerfs et essaie de prendre la main de l'homme. Une astuce est de faire croire à un accident. Et Ringo passe à l'action permettant à Tsukasa de la rattraper, mais il est trop tard car ils sont déjà arrivés au restaurant. Au restaurant, Ringo réfléchit à la façon dont elle peut encore arranger les choses et se souvient de la deuxième leçon de Shinobu, l'événement du baiser indirect. L'astuce est de s'asseoir à côté de Tsukasa et de placer nonchalamment sa tasse de boisson à côté de la sienne. De cette façon, il prendrait accidentellement sa tasse à la place. Étonnamment, son plan fonctionne et il l'embrasse indirectement, mais cela semble trop pour Ringo qui s'évanouit. Ringo se souvient alors de son enfance quand elle était appelée une prodige et a reçu un prix à l'âge de 6 ans. Elle a continué à recevoir des prix, mais sa mère était de moins en moins heureuse à ce sujet. Un jour, Ringo a parlé à sa mère de ses nouvelles réalisations quand elle est devenue furieuse et a dit à Ringo de ne pas être arrogante car elle n'est qu'un produit manufacturé. Finalement, elle a quitté la maison regrettant d'avoir donné naissance à un tel monstre. Un jour, alors que Ringo était à l'école, Tsukasa lui a demandé de réparer quelque chose pour lui, et elle l'a fait, ce qui a eu pour conséquence qu'il a apporté de plus en plus d'objets, tandis que Ringo pensait qu'il ne servait à rien qu'elle travaille dur. Lentement, les objets ont commencé à devenir plus complexes, et Ringo a commencé à apprécier l'excitation qu'elle ressentait en réparant ces choses. Un jour, Ringo a dit à Tsukasa qu'elle ne réparerait plus rien car elle passerait son temps à construire les choses qu'elle voulait. Après l'école, Ringo a remarqué Tsukasa parler à un réparateur, l'informant qu'elle ne pourrait plus réparer aucun de ses objets. Elle a ensuite entendu Tsukasa la complimenter, faisant réaliser à Ringo qu'il avait fait tout cela spécifiquement pour elle. De retour au présent, Ringo se retrouve reposant sur les genoux de Tsukasa. Tsukasa appelle Shinobu qui surveille la base principale de la brigade Azur. Elle lui dit que Conrad vient de partir pour la capitale impériale et espère très probablement rejoindre l'Empire. Elle a également réussi à trouver l'objet que Tsukasa lui avait spécifiquement demandé. De retour sur le territoire d'Oslo, les habitants souffrent d'une épidémie et le médecin mentionne que le miasme pénètre par les plaies et provoque la mort. Emirata supplie le médecin de sauver Melinda, mais malheureusement, il n'a plus d'eau bénite, un médicament créé par Kane. Ils avaient tellement de patients que la production ne pouvait pas suivre. Emirata commence alors à demander à Akatsuki de sauver sa fille, quand 3 hommes inconnus entrent à l'hôpital et commencent à critiquer Akatsuki pour ne pas avoir pu sauver un enfant. Ils se présentent comme le chef de la guilde médicale, Sorantius, et montrent à Emirata un médicament secret qui pourrait sauver la vie de Melina. Cependant, son médicament s'avère être de l'opium, interdit par la foi des 7 Lumières. Ils commencent à dire à Emirata de haïr la foi des 7 Lumières pour l'avoir interdit quand Akatsuki prend la parole, affirmant qu'ils guériront tout le monde grâce au pouvoir de guérison qu'il a conféré à son ange, Kain. C'est alors que Kain arrive également et annonce qu'elle fabriquera des médicaments à partir de charbon, faisant rire aux éclats les nerds laid. Cela dit, les trois s'éloignent en demandant à Kain de lever l'interdiction si elle échoue. Elle commence par soulager la douleur de Melinda, tandis qu'Akatsuki s'excuse d'avoir parlé sans réfléchir et demande si Kain peut vraiment fabriquer des médicaments à partir de charbon. Elle répond que le charbon peut être utilisé pour fabriquer un médicament qui a autrefois vaincu. Il s'avère que les trois fabriqueront eux-mêmes des médicaments car Ringo est actuellement occupé à autre chose. Peu après, Lyril les rejoint également et Kain dit aux autres qu'elle utilisera son aide, considérant que la magie peut être appelée une technologie qui agit sur les substances au niveau atomique. Il commence par étuver le charbon et séparer le coke et le goudron de houille. Lyril utilise sa magie pour faciliter les choses, puis il chauffe le goudron de houille et transfère de la vapeur de celui-ci dans une autre marmite. Kain demande à tout le monde d'être prudent et de ne pas le sentir. Ensuite, elle ajoute de l'acide sulfurique avec de l'eau ammoniacale, mentionnant que c'est de l'urine condensée, ce qui fait se demander à Lyril si elle fabrique vraiment des médicaments. Kain goûte ensuite le produit final et dit à tout le monde que c'est prêt. Le médicament s'appelle sulfanamide et Kain ordonne au médecin de l'administrer à chaque patient. Après avoir pris le médicament, l'état de Melinda commence à s'améliorer et Emirada remercie Kain, mais celle-ci informe que le sulfanamide ne fait qu'arrêter la croissance des agents pathogènes et que c'est la propre vitalité de Melinda qui vainc la maladie. La nuit, la guilde médicale commence à s'inquiéter de perdre ses affaires et prévoit de menacer Lyril de transformer le médicament en poison. Soudain, Kain arrive à leur cachette et cible leur point d'acupuncture pour les assommer. Après s'être réveillés, les membres de la guilde trouvent Kain au-dessus d'eux avec une scie à la main, commentant qu'elle changera leurs opinions en s'immisçant dans leur cerveau. Sa déclaration les effraie et ils commencent à s'excuser, mais Kain s'en moque. Les membres de la guilde commencent à l'appeler un démon, et Kain répond que ce titre lui convient mieux qu'un ange car elle déteste Dieu d'avoir créé des corps humains si délicats qui les font souffrir de diverses maladies. Pour y remédier, Kain veut transformer ses esprits faibles en esprits parfaits. Le lendemain, ses membres de la guilde se transforment en enfants modèles, ce qui surprend les médecins et Kain suggère de s'entendre avec eux. Ailleurs, Conrad se présente devant le général Nuro qui lui dit qu'il ne va pas soutenir la brigade Azur. Il mentionne en outre que même si Oslo était loyal envers l'empereur, il y a certaines limites, et permettre à son domaine de mourir de faim est hors de question.
La Brigade Azur n'a fait que dévorer le faible Oslo, ce qui est tout à fait conforme à la politique de survie du plus apte. Cependant, Nuro ne peut accepter qu'ils aient collaboré avec la foi des 7 Lumières et propose de donner à la Brigade Azur la force de les combattre. Nuro leur montre alors un mage armé d'une arme semblable aux flammes célestes. De plus, il enverra 10 000 soldats avec le mage, afin qu'il n'ait plus à s'incliner devant la foi des 7 Lumières. Conrad accepte gracieusement ce cadeau, tandis que Ringo, regardant l'énorme roquette qu'elle a fabriquée, se demande s'il est juste de mettre au monde une telle chose. Tsukasa dit à Ringo qu'il est peut-être facile de créer une nation, mais très difficile d'en maintenir la souveraineté. D'autre part, Jean, qui rêvait de rendre l'Empire meilleur, remarque l'arrivée de Rézinac. De façon inattendue, il l'attaque et Rézinac décide d'éliminer Jean lui-même. Cependant, elle parvient à le blesser, ce qui pousse les autres gardes à tirer des flèches. Cette diversion leur permet de plaquer Jean au sol et de lui faire savoir que c'est lui qui a aussi éliminé Blumard. Les autres gardes suggèrent qu'éliminer Jean serait du gâchis et commencent à la déshabiller pour passer aux choses sérieuses quand Shinobu les élimine. Elle demande ensuite à Rézinac si la Brigade Azur a décidé de combattre la foi des 7 Lumières. Cela dit, elle électrocute Rézinac pendant que Jean en profite pour l'éliminer. Toutes deux empruntent ensuite le passage secret pour trouver des choses cachées et tombent sur une pièce où est entreposée la statue dorée. La voir choque Jean qui ne peut croire que Conrad ait volé quelque chose, construit en taxant le peuple jusqu'à ce qu'il meure de faim. Peu après, Jean s'effondre se souvenant des mots de Blumard qui disait que la survie du plus apte n'était pas une loi raisonnable pour les humains. Shinobu demande alors à Jean de rejoindre la foi des 7 Lumières à la place, ce qu'elle accepte avec joie. C'est alors que Conrad, accompagné du nouveau mage, entre dans la pièce et Shinobu reconnaît le mage qui l'accompagne. Apparemment, le mage est Tanganoka et il questionne la raison pour laquelle Conrad a brisé la statue, même si cet acte est une trahison. C'est pourquoi il se révèle être Oslo qui commence à étrangler Conrad et finit par brûler tout son corps, commentant que des insectes venimeux comme lui erraient encore librement. Grâce aux arts secrets de Nero, Oslo est revenu, ramenant avec lui les flammes de l'enfer. Les deux filles remarquent alors un appareil situé dans la poitrine d'Oslo, tandis qu'il enveloppe toute la pièce de ses flammes. Les flammes commencent à s'échapper et à attaquer les gardes, pendant que les filles s'enfuient. Le feu commence à se propager dans tout le château, enveloppant tous les gardes. Heureusement, les filles parviennent à s'échapper et Shinobu informe Tsukasa qu'Oslo est toujours en vie et est devenu bien plus puissant qu'il ne l'était au départ. Elle explique ensuite la situation et après avoir entendu la réponse de Tsukasa, elle l'accepte avec hésitation et demande à Jean d'accélérer le pas. Pendant ce temps, Oslo se tient au sommet du château et se vante de ses nouveaux pouvoirs, commentant qu'il pourrait être plus utile à l'empereur qu'il ne l'était auparavant. Soudain, la roquette de Ringo frappe le château, provoquant une explosion massive, tandis que Shinobu et Jean l'observent de loin. Jean se demande si Oslo est devenu si fort, mais Shinobu la corrige, expliquant que c'était le pouvoir de la foi des 7 Lumières et de ses amis de Dormant qui avaient fait cela. Les résultats de l'explosion sont également visibles depuis Dormant et tous les prodiges s'assurent d'y jeter un bon coup d'œil. Pendant ce temps, Tsukasa complimente Rango pour son excellent travail et lui dit que les flammes célestes sont une réelle menace. Il prévoit de forger un pacte interdisant son usage une fois qu'ils auront leur propre nation. Mais avant cela, ils doivent prouver qu'ils possèdent eux-mêmes une puissance destructrice égale ou supérieure. La diplomatie n'a lieu qu'entre égaux et cette arme s'avérera utile lors de leurs négociations avec l'Empire. Ringo réalise alors que Tsukasa a délibérément formulé sa demande de manière à ce que toute la responsabilité lui incombe. Elle comprend aussi que Tsukasa s'en veut d'être si inutile qu'ils doivent recourir à de tels moyens. Cela dit, Rango lui prend la main, disant à Tsukasa qu'elle ne lui en veut pas car il travaille toujours si dur. De retour à Gustave, les anges ont demandé à tout le monde de se rassembler à un endroit précis, et peu après, Akatsuki et les autres sont apparus. Il ordonne ensuite à Tsukasa de prendre la parole, qui informe tout le monde de l'attaque de la Brigade Azur par l'Empire quelques jours auparavant. Il rassure également en disant que la foi des 7 Lumières a pu se venger en utilisant la foudre divine et en détruisant l'ennemi. De plus, Tsukasa les informe que la Brigade Azur a décidé de céder le pouvoir sur ces terres à la foi des 7 Lumières, y compris les territoires du Nord, Findalf, Buchwald, Arklid et Gustave. Cependant, ils ne régneront pas sur le peuple et veulent que celui-ci se gouverne lui-même avec l'égalité pour tous. Il ajoute également qu'ils construiront une nation différente des autres, où les citoyens appartiennent à l'empereur et où une poignée de nobles sont autorisés à faire ce qu'ils veulent. Leur nation sera une république où chacun pourra avoir son mot à dire et participer à l'art de gouverner. Voyant la confusion du peuple, Tsukasa explique que les nations dirigées par un seul homme profitent toujours des gens ordinaires et qu'une telle parodie pourrait même retomber sur leurs enfants. Non seulement cela, mais Akatsuki, avec les anges, aidera également les citoyens. Heureusement, tous les citoyens sont d'accord avec ce que Tsukasa a dit et cela étant dit, il proclame que cette terre est la nouvelle nation de la République d'Helm. Soudain, un feu commence à jaillir du sol et Tsukasa ordonne à tout le monde d'évacuer.
De manière choquante, Oslo, qui a perdu ses bras, se tient au milieu des flammes, tandis que Tsukasa commente qu'aucun humain ne peut être aussi résistant. L'appareil dans sa poitrine commence à régénérer le corps d'Oslo et finit par le transformer en une créature démoniaque. L'Hyrule conseille aux anges de viser la gemme sur sa poitrine et il se précipite vers lui, mais l'être de feu défend Oslo et commence à les attaquer tous les deux. Lors de leur deuxième tentative, Shinobu le distrait avec ses techniques de ninja, pendant qu'Ei utilise son art de l'épée pour foncer et fissurer le cristal, provoquant une explosion qui les projette toutes les deux. Le cristal est toujours intact et Oslo se met à courir vers les anges. Heureusement, Tsukasa sort son fidèle pistolet à eau et commence à tirer sur Oslo. Il rate la plupart des tirs mais parvient finalement à toucher le cristal, le faisant voler en éclats. Oslo apparaît alors devant Tsukasa, lui demandant s'il est le chef. Oslo commande que Tsukasa a les yeux de quelqu'un qui lutte pour protéger tout le monde tout en étant impuissant. Il rappelle ensuite à Tsukasa tous les hommes qu'il a perdus, en sauvant la majorité et lui conseille de ne pas faire le fier car le monde n'existe que pour l'empereur seul. Une fois qu'Oslo a fini de jacasser, il se transforme en pierre et se brise. Ailleurs, Hibari, Kagura et Shura commentent la façon dont le monde est en train de changer. Au même moment, Nurul regarde le château détruit et dit que ce genre de pouvoir ne vient pas de leur monde. Les mots d'Oslo réveillent Tsukasa et il se traite d'imposteur, pensant que tous les autres prodiges sont capables de choses que seuls peuvent Aldo faire, tandis que lui n'utilise que des méthodes que n'importe qui d'autre pourrait employer. Tsukasa se souvient alors des mots d'Oslo qui qualifiaient l'empereur de prodige choisi par les cieux. Plus tard, Tsukasa sort et le groupe lui montre les bouteilles de mayonnaise qu'ils ont développées. De plus, le contenant est biodégradable, ce qui est bon pour l'environnement. Cela dit, les villageois savourent un repas chaud ensemble et Ru ajoute une quantité généreuse de mayonnaise, commentant que c'est sa deuxième chose préférée. C'était tout pour nos prodiges. Quand pensez-vous que Tsukasa affrontera enfin l'empereur? Commentez prodige ci-dessous et dites-nous qui est votre préféré parmi les 7 petits génies. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, on se retrouve dans la prochaine vidéo.